Le manga d'aujourd'hui, il a été publié il y a quelques mois par Mangetsu, la branche manga de Brajlon, un éditeur principalement centré sur la fantasy, sur l'imaginaire, en roman. C'est eux qui publient Junji Ito notamment, enfin une bonne partie de Junji Ito actuellement. C'est un manga qui m'a été conseillé par un d'entre vous en fait, que je salue, qui s'appelle, Yee Master, je sais pas comment prononcer ton pseudo. En tout cas merci beaucoup parce que c'est un manga que j'ai beaucoup aimé. C'est un one shot. D'ailleurs c'est je pense à un autre spectateur de la chaîne, qui sous la vidéo sur Evol qu'on avait fait il y a quelque temps, où ça parlait beaucoup du prix des mangas, avait fait une réflexion que j'avais trouvée intéressante, qui est qu'effectivement on est beaucoup moins regardant sur le prix des one shots. Tiens, voilà Ronnie, habituel. On est beaucoup moins regardant, c'est-à-dire qu'un one shot, ça nous dérange pas trop, en général, de le payer 20 €, là où ça va beaucoup plus nous déranger sur une série. Ce qui peut paraître logique, parce qu'une série, ben, on se dit, on va payer 20 € tous les 2 mois pendant Dieu sait combien d'années. Sur un one shot, on sait que ce sera une seule fois. Donc on a un rapport différent à ça, comme on a un rapport d'ailleurs différent avec les romans, qui, en tout cas en grand format, coûtent maintenant tous à peu près 20 € aussi. Donc c'est intéressant à observer. Je n'ai pas vraiment de conclusion à apporter à ce sujet, mais c'est vrai qu'on est, on est beaucoup plus tolérant sur le prix des one-shots. Et justement, ce one-shot Bibliomania, puisque c'est de ça dont il s'agit, coûte une bonne vingtaine d'euros. Alors c'est une belle édition, couverture dure, avec un effet, je ne sais pas si vous voyez bien, un effet relief un peu sur la couverture. Et un truc intéressant qu'on peut voir direct, c'est qu'il est publié en sens de lecture, occidental. Ce qui est très rarement le cas et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que même au Japon, il est publié en sens de lecture occidental. Donc, en ouvrant la couverture, de droite à gauche, si je puis dire. Hem, ce qui est un truc intéressant à noter, ça veut dire que les auteurs, à savoir scénario Orval, dessin Machiro. Donc c'est deux pseudos, mais c'est des japonais a priori, hein, j'ai vérifié. C'est un manga, c'est vraiment japonais. Mais ils ont visé dès le départ une publication sûrement, j'imagine, mondiale. Ils ont envisagé leur œuvre comme destinée au marché international plutôt qu'au marché japonais. Je trouve que c'est un truc à noter. Ce qui est à la fois étonnant et non, parce que en même temps, il y a des codes du manga dans Bibliomania. C'est pas complètement une BD qui n'aurait aucun rapport avec le manga, si ce n'est la nationalité des auteurs. Mais c'est vrai que sur le style graphique, sur certains, même sur les références, c'est effectivement peut-être un peu plus international que ce à quoi on est habitué avec la BD japonaise. Voilà, c'est plutôt intéressant sous cet angle-là. Et c'est assez rare. J'ai pas tellement d'autres exemples de mangas qui, dès le Japon, sont publiés en sens de lecture occidentale. Si vous en connaissez d'autres, dites-moi, ça m'intéresse comme sujet. J'y ai pas réfléchi 1000 ans, parce que pour l'instant, je ne sais pas quoi en penser, mais je pense que c'est vraiment ça, que c'est viser le marché international. Toujours tant que sans ouvrir le manga pour l'instant, enfin on l'a un peu ouvert, mais sans aller au contenu, il y a ce bandeau qui a été mis par Mangetsu qui mérite qu'on s'y attarde. La relecture la plus inattendue d'Alice au Pays des Merveilles. C'est comme ça qu'était présenté Bibliomania à sa sortie, et c'est un mensonge absolu. C'est-à-dire que Alice au Pays des Merveilles, on va faire une petite parenthèse là-dessus. Je pense que vous connaissez, je l'ai là. Je sais qu'on en a déjà parlé, je sais plus trop sur quel manga, mais c'est pas grave. Euh, c'est un grand classique de la littérature, de Lewis Carroll, qui a une suite d'ailleurs, que j'ai également ici, que j'ai en français. J'ai Alice au Pays des Merveilles en anglais, et de l'autre côté du miroir en français, qui sont ces deux livres assez similaires, enfin c'est presque un seul livre, qui est un livre enfin un livre culte et qui est très intéressant littérairement parlant, parce que c'est vraiment à la base pensé comme un livre, c'est-à-dire ça joue énormément sur la forme livresque, sur les mots. Il y a énormément de jeux avec les mots, avec les répétitions, avec le format, c'est-à-dire il y a beaucoup de chansons, de choses comme ça. C'est vraiment, il y a des illustrations évidemment qui sont très connues aussi. C'est un objet littéraire très intéressant, Alice, voilà, avec des pages comme ça par exemple, qui mérite vraiment d'être lu et qui mérite d'être étudié. Et d'ailleurs, on ne s'y est pas trompé, parce qu'il a été étudié et surétudié dans tous les sens par énormément d'universitaires et d'historiens de la littérature, et il mérite. C'est un livre qui a beaucoup marqué, et qui a marqué notamment la littérature jeunesse, en l'ouvrant sur une tradition, en tout cas dans un certain courant de la littérature jeunesse, une tradition de l'expérimentation, de la fantaisie IE à la fin, je veux dire, c'est pas le style littéraire dont je parle, mais d'être capable de sortir complètement du carcan du réalisme,
ou même de raconter une histoire. C'est-à-dire Alice au Pays des Merveilles ne raconte pas vraiment d'histoire, c'est plus dans l'évocation, dans la rêverie, dans le délire même, ça part dans tous les sens. Vous connaissez peut-être les adaptations en film. C'est une œuvre évidemment très 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 connue, ne serait-ce que par le dessin animé de Disney, mais qui effectivement été souvent revisité parce que ça représente une espèce d'absolu du récit foutraque, du récit qui part dans tous les sens, qui s'autorise toutes les fantaisies, toutes les imaginations. Donc je pense que ça joue là-dessus. Pourquoi Mangetsu a décidé de dire que c'est une relecture d'Alice au Pays des Merveilles? Il y a quelques points communs sur lesquels on va revenir, mais les points communs sont vraiment sont limités. Si vous vous attendez à une version horrifique d'Alice au Pays des Merveilles, ce qui a l'air d'être cette couverture, vous serez déçu parce que c'est pas ça. Et je fais une autre parenthèse dans la parenthèse. Si vous voulez une vraie relecture d'Alice au Pays des Merveilles en version horrifique, il y a ces jeux vidéo. J'ai le premier sur PC et le deuxième sur PS3 qui sont Alice tout court, American McGee's Alice, c'est ça, le American McGee's, c'est le créateur du jeu, et la suite c'était Alice Madness Return, que j'ai en français là, dont je suis très fan. C'est des très bons jeux vidéo, d'action-aventure, on va dire, pas mal action, hein, il y a de la découpe d'ennemis, euh, très très chouette, qui avait un peu marqué, surtout le premier avait vraiment marqué lors de sa sortie, le deuxième a un peu moins fait l'événement, mais je l'aime beaucoup aussi, je le préfère même au premier. Je suis très très fan moi de ces jeux. Ils sont un peu tombés dans l'oubli aujourd'hui parce que American McGee, le créateur, était est une personnalité un peu bizarre, un petit peu égocentrique. Vous savez, c'est ce genre de créateur de jeux vidéo qui se met très en avant et qui n'a bizarrement jamais réussi tant que ça à faire fonctionner ses autres jeux au-delà d'Alice. Il avait ce succès initial, le premier Alice, et ensuite il a galéré à faire d'autres jeux potables et il a un peu tombé dans l'oubli petit à petit. Mais Alice reste des très grands jeux. Je crois qu'ils sont devenus un peu durs à trouver. Notamment celui sur PS3, là, le deuxième, je crois qu'il vaut cher celui-là. Je l'avais acheté à l'époque. Donc, ouais, je suis très très fan de ces jeux. Je vous ai montré des figurines en début de vidéo. J'ai également ça. Alors, ça, c'est la rareté absolue. C'est des courts-métrages d'animation faits dans l'univers de ces jeux. J'ai les artbooks, j'ai tout ce qu'il faut. Je vous montre toute la collection hein, maintenant qu'on y est. J'ai tout ramené. J'ai l'artbook des courts-métrages de Otherlands et j'ai l'artbook de Madness Returns, voilà, avec des très belles illustrations et des design concepts, des choses comme ça. Design concept, oui, oui le terme existe. On voit pas grand-chose, évidemment, mais c'est un chouette ouvrage. Et voilà, je suis très très fan de ces jeux. Et donc, si vous cherchez réellement une relecture d'Alice, ben, jouez à ces jeux en fait. Je pense qu'avec Internet, vous devriez pouvoir les trouver, au moins le premier. Le deuxième est peut-être un peu plus dur à choper, même de manière paralégale. mais le premier, je pense que vous le trouverez facilement si vous le voulez. Il tournait sur PC. Je ne sais plus s'il est sorti sur console, je crois pas. Il devait être que sur PC. Il est sorti, il était en bonus dans la suite sur PS3. Bref, beaucoup de, beaucoup de parenthèses avant d'arriver à Bibliomania. Bibliomania, qu'est-ce que c'est? Donc je dis, il y a très peu de rapports avec Alice. Il y a un rapport quand même qui a permis à l'éditeur de faire ce bandeau, c'est que l'héroïne s'appelle Alice. Donc voilà, elle est blonde, elle a une robe, tout ça. On peut penser effectivement à Alice au Pays des Merveilles. Surtout que le prénom Alice, quand il est donné à un personnage de fiction, est un prénom très codifié aujourd'hui. Alors que c'est pas un prénom si rare dans l'absolu, mais c'est vrai qu'il renvoie beaucoup à Alice au Pays des Merveilles. Vous appelez votre héroïne Alice dans un roman, dans un manga, c'est très dur de se dire que vous n'avez pas voulu faire une petite référence, un clin d'œil. Donc il y a ça, et il y a le fait que cette Alice, au début du manga, se retrouve piégée dans un livre. Alors on le comprend, c'est un peu un spoil ce que je vous dis, mais on le comprend quand même rapidement. Elle a ouvert un livre qui l'a avalé entre ses pages. Donc ça ressemble aussi à Alice au Pays des Merveilles, mais ça y est, ça s'arrête là. Je vous ai fait toutes les ressemblances avec Alice au Pays des Merveilles. À l'intérieur de ce livre, elle va tomber sur cette espèce d'homme serpent qui lui dit qu'elle est la, je sais plus, la 400 et quelques yem à être avalée par le livre et que quand ils arriveront à 666, vous voyez le chiffre un petit peu ici, chiffre symbolique, quelque chose se passera. On ne sait pas exactement quoi, mais on comprend que c'est probablement pas un truc positif. Alice, qui a l'air très à l'aise avec ce qui se passe, elle n'a pas du tout l'air paniquée à ce moment-là, décide que non, elle n'a pas envie de rester dans ce livre, elle est dans une pièce toute vide, voilà, elle dit non, je veux rentrer dans le monde réel. Et le serpent lui dit bah non, mais tu peux pas. Le serpent a un côté personnage comique, un petit peu comme vous voyez. Euh,
Et il lui dit, si tu fais ça, il faut que tu remontes toutes les pièces, donc il y en a 400 et quelques, une par personne qui a été avalée dans le livre, et que tu reviennes à la pièce zéro qui te permettra de sortir la réalité. Sauf que ce qui se passe très rapidement, il a prévenu, d'ailleurs, c'est annoncé dès le début, c'est qu'à mesure qu'elle remonte les pièces, et j'essaye de vous trouver ça, son corps va se détruire, se déformer. Vous voyez, il y a des trucs qui poussent dans sa tête. Et elle va devenir de plus en plus monstrueuse à mesure qu'elle remonte les pièces. Et au point même de mourir au bout d'un moment, la prévient le serpent, quoi. Donc il lui dit, c'est impossible en fait de faire ça. Vous voyez, ça devient un peu body horror, petit à petit son corps se déforme complètement, très progressivement, et jusqu'à devenir assez dégueulasse, comme vous pouvez le voir là. Là, on est à mi-chemin du roman, donc elle est pas encore arrivée au bout. Et donc voilà, c'est ça l'histoire d'Alice. Et elle va passer de pièce en pièce, et en fait, dans chaque pièce, elle comprend que le livre dans lequel elle est enfermée, ou le serpent, c'est très flou qui fait quoi, mais en gros, dans cet univers-là, en tout cas, les gens qui sont enfermés voient leurs rêves se réaliser. Là, par exemple, on est dans l'univers, enfin dans la page, dans la pièce, d'un mec fan de manga, fan d'animé, qui s'est imaginé héros avec une espèce d'armure de combat, héros d'un monde fantastique, toutes les filles sont folles de lui, il se bat en permanence contre des monstres qui tranchent en deux sans problème. Et voilà, il y a plein comme ça de pièces différentes qu'on va voir, qui ont toutes tournent autour du fantasme de leur occupant. C'est un manga qui se repose beaucoup, beaucoup plus que sur la narration. Il se repose sur l'évocation. Et ça aussi, on peut le rapprocher d'Alice au Pays des Merveilles. Comme je vous disais, Alice au Pays des Merveilles ne raconte pas vraiment d'histoire au sens classique du terme, avec un début, une fin, une intrigue, des transitions logiques, une progression des connaissances du personnage, tout ça. C'est plus dans l'évocation. L'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, Lewis Carroll, donne des images au lecteur que le lecteur est libre d'interpréter un peu comme il veut. Et d'interpréter même de manière très neutre, c'est-à-dire comme un pur délire, comme un pur divertissement, derrière lequel il ne faut pas forcément aller chercher énormément de sens. Là, c'est un peu pareil dans Bibliomania. C'est vraiment une suite d'images, une suite de tableaux, une suite d'évocations euh, qui sont laissés à notre libre interprétation et à notre libre appréciation. Faut pas aller chercher les mystères du livre, le fonctionnement de ce livre magique, tout ça. Il y a plein de questions sans réponse dans Bibliomania, mais c'est volontaire en fait. C'est pas l'enjeu. L'enjeu de ce manga n'est pas de décrire un univers très cohérent avec ses règles, ses origines, tout ça. C'est beaucoup plus artistique que ça, si je puis dire. C'est vraiment de l'évocation. C'est le maître mot de ce manga, comme c'est le maître mot d'Alice au Pays des Merveilles, c'est-à-dire donner des pistes, donner des images, donner des clins d'œil, donner des mots, euh, donner des thèmes, mais sans en faire exactement une histoire. Il y a un truc qui est très intéressant aussi au niveau de l'évocation et de l'imagerie développée par Bibliomania, c'est qu'on sait dès le début, c'est vraiment dès les premières pages, on comprend qu'en fait Alice, dans le monde réel, pas dans le livre, elle est dans un monde post-apo. On comprend pas bien qui, quoi, qu'est-ce, mais il y a une catastrophe. Ça, c'est vraiment les toutes premières pages. Et vous voyez là, il y a des espèces de survivants cachés dans un immeuble qui parlent d'un monstre qui a emporté tout le monde. On comprend assez rapidement que c'est probablement le livre, mais c'est vraiment pas très clair. Et à intervalles réguliers dans le livre, entre chaque pièce, en gros, Alice va se rappeler de ce qui l'a mené au livre. Et on va voir des morceaux du monde réel. Là, je vous en montre un avec plein d'avions et de bateaux explosés. On se doute que c'est le monstre en question qui a dû les détruire. Et vous voyez, il y a un truc, c'est pas des bateaux et des avions réalistes. Ils ont tous plein de motifs dessus, c'est surchargé, comme si c'était presque un mélange de machines et de créatures. Et j'ai trouvé cette esthétique-là qu'on retrouve dans tous les flashbacks d'Alice, super belle. J'ai adoré les passages dans le monde réel, en fait, où on voit Alice se balader dans un monde en ruine, comme ça, là, vous voyez, toutes les pages noires, comme d'habitude avec les mangas. Quand le cadre est noir, ça veut dire que c'est un flashback, vous connaissez le code. Et vous voyez, on voit un monde où il s'est passé un truc. On ne comprend pas exactement quoi, mais il s'est passé un truc monstrueux, au sens propre, qui dépasse l'entendement et qui dépasse aussi les codes habituels
Je trouve que les auteurs, je sais pas si ça vient du scénario d'Orval ou du dessin de Machiro, c'est peut-être plus le dessin, techniquement. Mais les auteurs ont en tout cas donné à leur apocalypse, à leur monde post-apo, une esthétique qui est pas celle à laquelle on est habitué. Vraiment, je suis très très fan, là, vous voyez, de cette esthétique-là, là, d'une espèce de gros canon, mais avec ces gravures dessus qui donnent l'impression que c'est presque un animal, ou en tout cas que c'est un truc antique, bizarre, qui sortirait d'une autre civilisation. Ça m'a un peu fait penser à l'esthétique d'ailleurs d'un jeu vidéo. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, on en a déjà parlé aussi, je crois. J'aurais pu le sortir de l'étagère. Shadow of the Colossus, qui était sorti sur PS2, si je dis pas de bêtises, qui est un jeu assez connu aussi, assez culte, qui a un peu cette esthétique-là de créature à mi-chemin de la statue et de la statue et de la machine, quoi. Enfin, de la statue, de la machine et de la créature plutôt. Désolé, je cherchais mes mots. Euh, et ouais, ça m'a beaucoup parlé ce truc-là. Et ça m'a parlé sans que je puisse développer. Il n'y a pas de propos intellectuel vraiment derrière ce que je dis. Et c'est un peu tout l'enjeu d'Alice, pardon, j'appelle ça Alice depuis tout à l'heure, mais de Bibliomania, qui est un manga, ouais, qui vous donne des trucs. Il vous donne de l'esthétique, il vous donne de la thématique, et c'est à vous d'en faire quelque chose ou non. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Peut-être que les gens qui aiment bien, peut-être plutôt les intrigues bien ficelées, les univers bien construits, vont se trouver frustrés parce qu'en fait, il y a des réponses qui sont données à certaines choses, mais ça reste un univers très baroque, très fantaisiste, qui ne s'embarrasse pas de trop expliquer de choses. Je vous montre pas les dernières pages quand même, hein. Mais qui, ouais, donc il faut y aller en sachant que c'est pas un manga à scénario au sens classique du terme. Il y a un scénario, mais c'est pas l'enjeu. Il y a des très beaux dessins quand même. Le dessin de Machiro, il y a des cases moi que j'ai trouvé assez fantastiques. Euh, voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je remercie vraiment E-Master pour m'avoir branché sur ce manga-là, qui parle effectivement également, hein, comme le montre parfaitement cette case, et pour le coup, ça renvoie à Alice au Pays des Merveilles, de la magie des livres, en fait, de la magie de la fiction, qui permet d'ouvrir des mondes imaginaires, d'ouvrir des portes entre des mondes imaginaires et la réalité. Et là, c'est littéralement ce qui se passe dans Bibliomania. Dès le titre, en fait, c'est une lettre d'amour au livre, à la littérature, à la fiction. Biblio, vous comprenez ce que ça veut dire. Donc ça me paraissait intéressant d'en parler, notamment dans le cadre de l'étagère à manga où on parle de fiction tout le temps et où on parle d'amour de la fiction, d'amour des récits, d'amour des livres. Bibliomania et un peu tout ça. Et c'est vraiment un très très chouette manga. Faut juste pas en attendre une relecture d'Alice au Pays des Merveilles, c'est pas vrai. Et il faut pas en attendre un univers carré, construit, ce que ça n'est pas non plus. Et juste parce que le manga est pas si long que ça, il fait peut-être 300 pages, un truc comme ça. Euh, Cette histoire des 400 pièces à remonter, vous n'allez pas toutes les voir, hein. On en voit une dizaine, quelque chose comme ça. C'est évidemment le récit donne des coups d'accélérateur de temps en temps. Voilà. Au niveau du dessin, je voulais dire aussi, ça m'a un petit peu fait penser à un manga dont on parlera un jour ou l'autre, je pense. C'est L'Enfant et le Maudit, manga qui avait un petit peu fait parler de lui, je pense que certains d'entre vous le connaissent, de Nagabe, qui lui aussi a des influences graphiques qui vont plutôt chercher vers le dessin de roman, l'illustration de roman, et notamment d'Alice au Pays des Merveilles. Et il y a une esthétique vraiment qu'on peut lier à celle de Bibliomania, notamment dans l'héroïne, vous voyez. Euh, c'est vraiment du manga dans les deux cas qui va chercher des influences un peu ailleurs qu'au Japon. Et c'est des influences qu'on ne voit pas si souvent, que ce soit même en BD général, au-delà du manga. C'est des influences un petit peu surannées, un peu du 19e siècle, vous voyez, comme ça. C'est un manga que j'avais bien aimé. On en parlera, L'Enfant et le Maudit. Je le mets de côté pour l'instant, je voulais juste le mentionner pour l'aspect graphique. Voilà, encore un grand merci à Yemaster pour son conseil. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce manga. J'espère que vous aussi, si vous allez avoir la curiosité de le découvrir. On se retrouve la semaine prochaine. On va continuer nos vacances d'été ensemble avec une vidéo qui ne parlera pas de manga. J'avais prévenu que j'en ferai peut-être un petit peu plus. Je vous donne juste un indice sur de quoi ça va parler. C'est là. Si le point arrive à se faire, peut-être pas. Et voilà. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite un très bon été. Ciao.